Bonjour Aude, bonjour Olivia, Bonjour nous sommes Céline. heureuses de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le coût de la PMA. Alors, que coûtent les actes de PMA? Alors, c'est une question intéressante parce que c'est des données sur lesquelles on n'avait jusqu'à maintenant pas de chiffres précis et c'est la Cour des comptes en octobre 2019 qui, pour la première fois, s'est attelée à ce sujet et a rendu un mémento assez précis sur ce coût dans son rapport sur le financement de la sécurité sociale. Alors, elle a d'abord pointé du doigt la difficulté d'évaluer le coût de la PMA puisque les cotations des actes qui permettent de chiffrer le coût de la PMA dépendent de chacune de leurs spécialités selon qu'on est sur de l'acte médical, de la pharmacie, du laboratoire, etc. Donc il y a déjà la pointée du doigt cette première difficulté à évaluer vraiment le coût global de la PMA. Donc elle a fait une approximation qu'elle espère la plus fidèle possible, j'imagine, mais ce n'est pas non plus un chiffre tout à fait exact et précis. Elle l'a quand même chiffré en disant que globalement, pour l'assurance maladie, en 2016, on n'a pas les chiffres pour 2018 ou 2019 qui auraient été plus récents, mais en 2016, on était déjà à 295 millions d'euros pour l'assurance maladie, sachant que ce sont des chiffres qui ont depuis nécessairement augmenté puisque le nombre d'actes de PMA a augmenté. Et en partant de là, elle a réussi à chiffrer en prenant en compte le coût d'une naissance, c'est-à-dire un enfant qui naît par PMA, combien a coûté sa conception. Et donc, elle a tiré les chiffres suivants. Pour une insémination artificielle, on est à 7 000 euros à peu près. Et pour une FIV, on est à 13 800 euros à peu près. Donc, pour la conception de l'enfant, né soit par insémination artificielle, soit par PMA. Il faut tout de suite noter que dans ce coût chiffré par la Cour des comptes n'ont pas été pris en compte les jours d'arrêt de travail, les jours d'arrêt maladie nécessaires pour les opérations de PMA, notamment quand on a une ponction ovocitaire, etc. pour une FIV. Donc le coût réel est bien supérieur, mais ça nous donne déjà une base sur laquelle on peut partir. Et en fait, qui paye? Alors, le diagnostic de l'infertilité et sa prise en charge, y compris au moyen de la PMA, tout est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc, c'est même pas un remboursement, c'est une prise en charge, il n'y a rien à débourser, donc à 100% par l'assurance maladie. Et est-ce cohérent au regard de l'offre de soins? Alors, justement, c'est au contraire, ce n'est pas cohérent du tout par rapport à l'ensemble. Déjà, la PMA aujourd'hui, actuelle, donc c'est de celle-là dont on a eu les chiffres, telle qu'elle est pratiquée pour des cas d'infertilité pathologique ou des risques de transmission d'une maladie grave, donc dans un contexte thérapeutique. La prise en charge à 100% est pratiquement inexplicable parce que le principe de la prise en charge des soins en France, c'est la participation de l'assuré via ce qu'on appelle le ticket modérateur. La prise en charge à 100% est exceptionnelle. Le principe, c'est que l'assuré assure une partie des frais des soins dont il a besoin. Ça date de 1945, et le but, c'est de responsabiliser les assurés. Alors, après ça pourrait être compensé par des mutuelles, etc. Mais là, on parle de l'assurance maladie. La prise en charge à 100%, elle est réservée à des cas exceptionnels, notamment les maladies longue durée, par exemple. Et puis, par ailleurs, de façon générale, pour qu'un soin soit pris en charge à 100%, il y a quand même des critères d'efficacité et d'efficience. Et là, en l'occurrence, les actes de PMA sont peu efficaces. Il y a un taux de succès qui est inférieur à 20%, donc ce qui est quand même assez paradoxal. Et puis, les personnes qui recourent à la PMA n'ont pas, la santé des personnes n'est pas en danger, leur vie n'est pas en danger, ils ne sont pas confrontés à une pathologie qui handicape leur vie, d'autant plus que les actes de PMA, comme on l'a évoqué dans une émission précédente, ne sont pas sans risque sur la santé des enfants, puisque les données statistiques montrent une présence beaucoup plus importante chez les enfants issus de PMA de certaines pathologies. Voilà, donc pour toutes ces raisons, la prise en charge à 100% par l'assurance maladie est incompréhensible. Et on voit bien qu'il en résulte une inégalité à l'égard des malades. On a parlé du budget annuel en 2016 de la PMA, 296 millions d'euros.
95. 295 millions d'euros. Bon, et il y a quelques mois, le gouvernement a annoncé un plan d'urgence pour les urgences, c'est le cas de le dire. Il n'a pu débloquer que 250 millions par an, sur 3 ans, pour les urgences qui concernent tous les Français en situation d'urgence. Donc on voit bien que ce budget n'a rien d'anodin. Et quand les assurés se sont exposés à une baisse de l'offre de soins dans tous les domaines, eh bien cette prise en charge à 100% des actes de PMA, elle n'est pas juste. Et puis alors, dans le contexte du projet de loi de bioéthique qui prévoit la PMA pour des personnes qui ne souffrent pas d'infertilité, donc en dehors de tout contexte thérapeutique, alors là, elle devient carrément incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, l'homéopathie a été déremboursée parce que son efficacité thérapeutique n'était pas prouvée. Alors moi, je ne sais pas si l'homéopathie était efficace ou pas, mais je retiens le critère. En ce qui concerne la PMA pour les femmes célibataires, les couples de femmes et les couples fertiles, qui est organisée par le projet de loi, donc là, ce qu'on appelle la PMA non thérapeutique, il n'est même pas question de prouver une efficacité thérapeutique, on n'est même pas dans un contexte thérapeutique. Donc il y a d'efficacité thérapeutique ni prouvée, ni même alléguée. Et pour autant, alors que des soins comme l'homéopathie ont été déremboursés pour ce motif, le projet de loi en l'état prévoit la prise en charge à 100% des PMA pour des personnes qui sont fertiles. Voilà, donc ce n'est pas du tout cohérent et c'est même source de graves inégalités à l'égard des malades. Merci. Et à qui cela profite-t-il? Alors, à qui cela profite? Donc, en France, c'est un système très particulier qui n'est pas comparable aux autres pays, puisqu'en France, on a, comme on vient de le dire, l'assurance maladie qui prend en charge à 100% les actes de PMA. Aujourd'hui, on a parallèlement un mouvement d'investissement des fonds financiers qui prennent pied dans le domaine de la santé et du médical, et notamment dans le domaine de la procréation médicalement assistée. On a 52 départements en France qui font de la procréation médicalement assistée. Dans 14 d'entre eux, l'exclusivité de l'offre PMA est faite dans des cliniques privées à but lucratif. C'est-à-dire à but lucratif, quand on parle de cliniques privées à but lucratif, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à des investisseurs financiers, soit privés, soit à des fonds d'investissement, pour la plupart du temps étrangers, dont le but est donc de réaliser un profit financier. C'est-à-dire qu'on sort d'un but immédiat de médical, d'amélioration de l'offre de soins. Là, l'intérêt d'un financier, quand il investit dans une clinique à but lucratif, eh bien, c'est forcément de réaliser des bénéfices sur l'opération financière qu'il a menée. Et ce sont donc des critères financiers avant tout qui rentrent en ligne de compte. Et dans ce cadre-là, la PMA est un marché très intéressant. D'abord, c'est un marché récurrent, puisque le taux d'efficacité d'une FIV étant assez faible, en France, elle est en moyenne de 16%. Elle est pratiquée pour les femmes jusqu'à la veille de leur 43e anniversaire, alors qu'on sait qu'entre 40 et 42 ans, le taux d'efficacité est de l'ordre de 1 ou 2%. Donc, ce sont des actes récurrents qui sont donc entièrement pris en charge par l'assurance maladie, ce qui crée des recettes non négligeables. Et les investisseurs ont tout intérêt à ce que ce marché devienne de plus en plus gros. Aux États-Unis, c'est un marché qui porte sur des milliards de dollars. En Europe, c'est des marchés qui portent sur des milliards d'euros. Et qui, en France, c'est l'objectif des investisseurs financiers que ce marché devienne de plus en plus important. Par ailleurs, donc ça c'est pour le volet investissement, par ailleurs, les chercheurs en France se plaignent d'un recul de la France sur la recherche liée à la PMA. Et dans les auditions parlementaires, on a pu entendre dire que ce qui était important, c'est de conserver à la France sa position de leader dans le domaine de la recherche portant sur la procréation médicalement assistée, même si ça devait se faire au détriment du remboursement de soins banals ou ordinaires. Donc ce qui est privilégié, c'est la recherche pour la recherche, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle soit menée, même si ça renverse les barrières éthiques, et au détriment des soins pour les usagers ordinaires que nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que le marché de la procréation, c'est une réalité. Il existe déjà un petit peu en France. C'est Jacques Testard, on peut entendre ses conférences sur Internet très facilement. Jacques Testard l'explique très bien.
dit que en fait, les médecins ont affaire à des patients qui sont très demandeurs, parce qu'ils veulent avoir un enfant, donc c'est très puissant comme désir, et qui sont prêts à tout, qui sont prêts à subir toutes les contraintes pour réaliser leur désir, et d'autant plus facilement que tout est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc déjà, selon lui, il y a aujourd'hui un sur-recours aux actes de PMA. Et d'ailleurs, parfois, on entend des médecins qui reconnaissent qu'ils font ce qu'ils appellent des FIV compassionnelles, donc des FIV pour des femmes pour lesquelles ils savent pertinemment qu'il n'y a pratiquement aucune chance que cela aboutisse, mais la femme les supplie de réaliser la FIV parce qu'elle veut avoir la satisfaction d'avoir tout tenté, de n'avoir aucun regret. Alors quand on connaît les risques en plus auxquels une FIV expose la femme, quand il n'y a aucune chance de succès, ça pose vraiment la question de la qualité des soins comme du bon usage des ressources de l'assurance maladie. Donc le surrecours à la PMA, et donc le marché existe déjà un petit peu, mais il est largement bridé, il est cantonné par ce fameux critère thérapeutique. La PMA est réservée aux cas d'infertilité pathologique. Et donc le projet de loi, qui se présente comme la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, en fait, c'est le moyen de faire sauter ce verrou thérapeutique pour généraliser le recours à la PMA et donc permettre le développement de ce marché, dont on a vu qu'il est soutenu par des investisseurs qui sont très intéressés. Merci. Pour terminer, nous avons évoqué le coût médical, mais est-ce qu'il existe d'autres coûts qui sont cachés? Oui, il existe des coûts cachés parce que le rapport Touraine lui-même, dans le projet, quand il avait été émis sur le projet de loi bioéthique, voulait que les enfants issus de la PMA aient un suivi particulier par une unité psychologique dès leur naissance. Or, quand un enfant naît, on ne lui adjoint pas des soins psychologiques dès sa naissance et dans ses premiers jours. On va consulter un psychologue ou un psychiatre que si on constate une fragilité, un besoin particulier. Donc le fait que le rapport Touraine ait lui-même prévu, finalement ça n'a pas été retenu par le projet de loi, parce qu'on a dit que ça stigmatiserait les enfants ainsi nés de PMA. Mais si le projet de loi l'avait prévu, c'est bien qu'on savait déjà qu'il y avait une fragilité particulière, et donc ces enfants ont plus recours que les autres à des psychologues. Il y a tous les soins issus des pathologies additionnelles dont on a parlé dans une précédente émission, que ces enfants rencontrent. Il y a aussi le recours aux notaires, le recours aux avocats, etc., puisque on sait que parfois les situations dans lesquelles vont naître ces enfants vont être compliquées, vont nécessiter de recourir à des auxiliaires de justice. Merci beaucoup Olivia, merci beaucoup Aude. Nous nous retrouvons donc demain. À demain. Au revoir.